Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de personnages. L'anime Jujutsu Kaisen est revenu en force cette année avec une saison 3 absolument dantesque. Ce manga qui s'est arrêté en 2024 a eu le temps de marquer les esprits, notamment avec des personnages très aimés et du merde de qualité. Je vais te pécho. Et parmi ces personnages, il y en a un qui ressort quand même beaucoup par rapport à son temps d'écran. Apparu pour la première fois dans la saison 2 de l'anime, Toji Fushiguro a autant retourné internet que nos cerveaux. Il est l'antagoniste principal de la première partie de la saison 2, Trésor caché. Il est également le père de Megumi que l'on a suivi durant toute la première saison. Comme dit précédemment, Toji n'apparaît dans cette partie que pendant 4 épisodes. Il refera une apparition sous forme ressuscitée plus tard, mais ne sera pas longtemps lui-même. Et au milieu de la pléthore de déclarations d'amour et de tutoriels sportifs le concernant, nous allons tenter de le connaître un peu mieux aujourd'hui, au cours de cette analyse. Dans Jujutsu Kaisen, le monde de l'exorcisme possède 3 grandes familles s'étant démarquées à travers les siècles. Et parmi elles se trouve la famille Zenin. Traditionnaliste et élitiste, elle possède un credo que l'on peut décrire comme suit. Vous n'êtes pas un exorciste si vous n'êtes pas du clan Zenin. Vous n'êtes pas un humain si vous n'êtes pas un exorciste. Ce qui en fait tout de suite des gens très sympas. Sachez d'ailleurs que le clan Zenin serait inspiré d'un clan ayant réellement existé. Le clan Taira, qui aurait apparemment fonctionné comme suit, vous n'êtes pas un humain si vous n'êtes pas du clan Taira. Tentons maintenant d'imaginer comment serait accueilli un enfant dans cette famille, quand il est parfaitement dénué de force occulte. Et de cheveux. L'enfance de Toji a probablement été un poil désagréable. Et sa première apparition nous en donne un léger indice. La première fois qu'on le voit, Toji nous laisse apercevoir ses gros yep. J'en ai jamais vu d'aussi énorme. Et mon dieu, pitié, arrête de te gratter comme ça, pitié, c'est dégueulasse. Plan durant lequel on entend également son thème musical, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt austère. Cette simple musique annonce déjà le statut d'immense menace qu'il va représenter pour nos héros. Mais au-delà de ça, sa toute première phrase est un élément très révélateur du personnage. Il rappelle qu'il a changé de nom. C'est quelque chose d'important pour lui que de s'éloigner au maximum de tout ce qui touche à l'exorcisme. Il a ainsi abandonné le nom de Zenin au profit de celui de sa nouvelle femme. Ce rejet de ses origines va être relativement central concernant Toji. Pour en revenir à son design, je trouve ce dernier plutôt efficace. Ici, pas de couleur de cheveux anormale ou de coupe défiant les lois de la gravité. Toji a un physique qu'on pourrait presque définir comme banal, passe-partout. Si ce n'est un élément, sa cicatrice. Et le premier plan le faisant apparaître met spécifiquement l'accent dessus. Elle est un peu sa signature, le symbole du traumatisme qu'est son histoire. On sait d'ailleurs qu'il la doit à un épisode de son enfance. Sa famille l'aurait jeté dans une fosse remplie de fléaux qu'il ne pouvait pas voir. Incapable de se défendre, il a fini blessé. Mais le temps est passé. Et dans cette première partie de l'anime, il est un tueur à gages à la solide réputation qui a été engagé pour tuer une gamine de 14 ans. Je suis désolé, mais à partir de maintenant, nous devrons vous porter un regard lourd de jugement. Cricket. Et 1, 2, 3, jugement! Mais pour comprendre ce qui a pu le mener à une telle action, aussi impardonnable soit-elle, il va nous falloir analyser le caractère de ce personnage. T'aimes bien courir? Bah réponds-moi! Dans le premier visuel de la saison 2, la pose de Toji nous laisserait presque croire qu'il ne sait pas trop ce qu'il fout là. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Oh là là! Ça c'est des journées qui commencent bizarrement. Cette image d'une personne détachée de ce qui l'entoure, elle est assez fondée. Il est à peine au courant de l'identité de ses employeurs, et concernant ses principes, même le gacha nous confirme que oui, il ne s'intéresse qu'à l'argent. Et fort heureusement, il est accompagné pour cette mission d'un intermédiaire, Shiyu Kong. Et on va lui souhaiter bien du courage. Parce qu'alors qu'il stresse ou court après Toji, ce dernier nous est montré en train de manger ou de parier d'une manière tout à fait sereine. On peut en parler de la bouffe d'ailleurs, parce que le nombre de fois où ce gars tente d'avaler tout et n'importe quoi, c'est assez inquiétant. Mais cette relation nous apprend cependant quelque chose concernant le caractère de Toji. C'est que Shiyu semble être l'une des rares personnes qu'il côtoie et pourtant, c'est clairement pas son pote. Il n'y a qu'à voir comment ce dernier le rembarre à sa proposition de resto pour comprendre que ouais, le gars doit pas faire soirée tous les samedis.
仕事か地獄でだけって決めてんだよ。 Et en même temps, bon, on peut pas dire qu'il paraisse très amical. Il est impoli et égoïste, ne s'excuse même pas de bousculer quelqu'un dont il fait tomber le repas et va même jusqu'à l'intimider. Mais le karma le rattrape bien par contre. Il n'est pas chanceux dans ses paris, même très malchanceux, et on apprend dans le guidebook qu'il est tellement dépensier qu'il survit en vivant au crochet de ses conquêtes. Un individu respectable donc. Merde, 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 merde. Et putain, tuer une gamine, oui, poignarder Gojo, oui, mais ramasse tes putains de papiers par terre, espèce de sale crade. Bref, on a affaire à un personnage qui donne une image détachée de tout, égoïste et peu fréquentable. Néanmoins, il est bien plus concentré sur sa mission qu'on ne pourrait le croire. C'est lui qui a l'idée de créer une fausse récompense avec un compte à rebours pour épuiser les gardes du corps de sa cible. Il a su comment se positionner, et au bon moment, pour s'attribuer la victoire. Et peu d'adversaires, voire aucun, ont eu l'air d'avoir pu lui tenir tête jusque-là. Son travail lui a appris à se montrer discret, surtout envers les exorcistes qui ne le percevaient pas. Mais il en est un, une exception, qui va tout changer. Et la rencontre entre ces deux personnages constitue une partie de l'essence même de Jujutsu Kaisen. On dirait qu'il est défoncé. L'affrontement avec Satoru Gojo cristallise tout ce que le personnage de Toji incarne dans Jujutsu Kaisen. C'est l'affrontement du divin et de l'humain, de Lucifer qui a voulu dépasser Dieu. On voit clairement le plaisir que ressent Toji à anéantir cette entité qui représente tout ce qui lui a pourri la vie. Exécuter et bousiller Gojo, c'était l'objectif qu'il n'aurait jamais espéré approcher. Peu importe que le monde brûle après ça, il avait enfin eu sa vengeance sur la vie. Mais grâce à leur affrontement, Satoru avait atteint la puissance absolue, un nouveau stade d'évolution, au-delà même du surhumain. Sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré. Dès le départ, cette lecture nous est un peu suggérée. Toji est ébloui par le soleil, puis par l'être en face de lui. Il a senti son instinct lui hurler de fuir mais ne l'a pas écouté. Cela aurait été sans doute insurmontable d'admettre qu'un exorciste puisse l'achever. On le voit même clairement perdre son calme au fur et à mesure qu'il se rend compte qu'il ne parvient pas à le toucher. Il le dit lui-même. À la base, il ne voulait même pas forcément faire cette mission. Sa cible n'était même pas tellement Riko, c'était Gojo. Cette représentation parfaite et suprême de tout ce qui avait fait de son existence un cauchemar. De l'exorcisme et de son monde élitiste et supérieur à l'humain, dont il avait pourtant maintes fois prouvé les limites. Mais elles ont fini par le rattraper. Toji a vraiment senti sa mort approcher face à Satoru, mais c'était tout simplement impossible de fuir face à la figure même de tout ce qui a fait son malheur. Mais non, c'est sûr, je gère. C'est d'autant plus horrible qu'il a toute sa vie été méprisé et inconsidéré, sauf par des personnes qui aujourd'hui sont mortes. Et le jour où il est enfin vu, c'est par la personne qui le tuera. Et pas qu'à moitié, hein? Admirez la façon dont il constate sa partie manquante. Dans un dernier espoir de ne pas voir tout ce qui se raccroche à lui se perdre, il informe Gojo de la vente de Megumi et rejoint le camp des Donuts morts debout. Il est mort! Allez! Ah! Ces dernières volontés, elles reprennent un peu les propos du directeur Yaga. Toji n'est pas un exorciste. Pourtant, l'image de Megumi et de sa femme lui reviennent en tête à sa mort, alors qu'il ne se rappelait même pas le prénom de son fils un peu plus tôt. On sait grâce au guidebook qu'il a vécu une vie rangée auprès de la mère de Megumi avant de retomber dans ses travers, et qu'il s'est même occupé seul de son fils pendant quelques années. Il s'est rappelé du prénom de Megumi parce que ce dernier signifie touché par la fortune. Et dans la version originale, il parle de bénédiction. Et ce prénom, c'est lui qui l'a choisi. De son côté, Gojo voit son potentiel révélé par Toji, premier individu à véritablement le mettre en difficulté. C'est même grâce à ça qu'il apprend enfin le sort d'inversion et qu'il met au point une toute nouvelle technique, violet. À cette époque, ils ont été le pire obstacle l'un de l'autre, mais c'est loin de s'arrêter là. Lorsque Toji revient en étant ressuscité, bien sûr sans déchirer les vêtements de celui qui l'invoque alors qu'il fait 2 fois sa largeur, il ressemble énormément à Gojo dans leur dernier affrontement, avec leur air ébahi. Lors de cette phase, son côté humain va être à la fois bafoué et exacerbé. Ironiquement, sa résurrection en fait ce que son existence a toujours voulu faire de lui, une machine à tuer dénuée de toute attache. Guidé par son seul instinct, il parvient à éliminer un fléau de classe S à lui seul, l'un des plus faibles du Kenjaku, mais quand même.
Suite à cela, et toujours dans le désir de se confronter au plus puissant, il va foncer sur Megumi et après un très long moment... Prends bien soin de Megumi. Il parvient enfin à reconnaître son fils. La scène qui suit a été traduite différemment dans la publication française, mais dans l'anime, ils ont opté pour une version donnant un aspect plus humain à Toji. On le voit dans un flashback dans lequel il discute avec son oncle, Naobito, et il conclut un accord avec lui pour lui vendre Megumi. Sa vente auprès du clan Zenin peut être interprétée à la fois comme un investissement ou une manière de le protéger. Noël, Je m'en fous. Pâques, Je m'en fous. le Ramadan, Je m'en fous. non, même pas, je m'en fous. Même pas. Un accord qu'il rompra plus tard en informant Gojo de cette transaction. C'est horrible. On parle d'un enfant. Dans un dernier souffle de conscience, il demande à cet adolescent quel est son nom de famille. Et à sa réponse... Ce nom, celui qu'il avait pris pour s'écarter de tout ce qui l'a fait souffrir, a perduré. C'est finalement la vue de son fils qui va lui ramener son humanité et surtout l'assurance que son existence n'a pas été vaine. Céder son nom aux Zenin et donc aux exorcistes aurait été une vraie défaite. Sa volonté exaucée et son âme apaisée, Toji met lui-même fin au processus de nécromancie, s'empêchant ainsi de tuer Megumi. Cette scène est pour moi celle qui représente le mieux Toji. Un être partagé entre ses instincts meurtriers, sa haine des Zenin et son attachement aux quelques êtres ayant permis à son existence de ne pas être insurmontable. Toji meurt donc pour la deuxième fois ici, mais il est très loin de nous laisser tranquilles. Ah, Megumiってそうだったそうだった俺が名付けたんだった Aussi peu présent soit-il dans l'anime, Toji est probablement le personnage dont les actes ont eu le plus de conséquences dans Jujutsu Kaisen. Geto utilisera le terme de primate employé par Toji pour définir la façon dont il voit à présent l'humanité. Le meurtre de Riko est ce qui a mis le feu aux poudres et a engendré des changements à des niveaux dépassant l'échelle humaine. Il a évidemment marqué à vie Megumi, qui est persuadé que son père l'a abandonné et cela coule douce quelque part. Il n'a même aucun souvenir de lui. C'est qui? Je suis papa! Et pourtant, même en l'ayant peu connu, Megumi lui ressemble pas mal. Physiquement déjà, comme l'affirme Gojo, C'est juste que t'es son portrait craché. mais aussi au niveau du caractère. Et c'est lorsqu'il pète les plombs qu'on s'en rend le plus compte. On est tous kiff-kiff! On est même! Mais Megumi, lui, a su se détacher de ses origines grâce notamment à l'influence de Gojo. Il cache sa part sombre et combative en montrant un caractère plus altruiste et dans le sacrifice. Là où Toji n'a montré de l'affection et de la tendresse qu'en ses derniers instants. Mais il n'est pas le seul Zenin que Toji a influencé, et avant de continuer, je me dois de vous faire une alerte spoiler, car je vais à présent parler d'événements apparaissant dans la saison 3. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous invite à vous rendre au timecode suivant. Toji semble avoir terrorisé sa famille dès son plus jeune âge. Il est à la fois une honte et un miracle qu'ils se sont refusés d'accepter par leurs idéaux conservateurs. Selon cette de Naoya, Toji était considéré comme le plus faible et Gojo comme le plus fort. Pour lui, ils auraient pu se comprendre, car ils étaient tous les deux seuls dans leur combat. Mais celle qui aurait vraiment pu comprendre Toji, c'est Maki. Maki est l'exacte copie de Toji, née elle aussi presque sans énergie occulte. Mais elle a fait de l'injustice qu'il subissait un combat et l'a remporté. Elle est ce que Toji aurait pu devenir et alors qu'ils ne se connaissent pas, elle va inspirer la crainte à toute sa famille et surtout à son propre père, justement parce qu'elle marchait dans les pas de Toji. Tous les deux représentent cette imperfection, cette différence que les Zenin ont rejetée et qui a fini par les exterminer. Toji est le bug dans la matrice, le grain de poussière dans le rouage qui a tout fait bugger. De l'existence de personnages qu'il ne connaît pas, jusqu'au cours des événements de son œuvre tout entière. Bref, tout dans le concept, le design et même la voix de Toji était fait pour nous marquer. Il est doublé en japonais par Takahito Koyasu, doubleur très connu que vous avez probablement entendu dans la version japonaise de 7, Pesce dans Bleach, Excalibur dans Soul Eater, et ah oui, il y a lui aussi. En français, il est doublé par Quentin Galerne et c'est personnellement ma voix préférée. Je le sens mal. J'ai de manière générale beaucoup d'amour pour la VF de Jujutsu Kaisen. Allez, papy, faut se bouger. C'est l'heure de faire la promenade de santé. Ça t'aidera à digérer ta petite sous-soupe de ce midi. Il n'en fallait pas moins pour rendre ce personnage encore plus marquant. Dans ce qu'il dénonce concernant les failles des exorcistes, dans les différents traumatismes qu'il a créés et qui ont construit son univers tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Contrairement à des antagonistes classiques, il n'a pas eu besoin de discours grandiloquents ou d'introductions pompeuses pour rester dans nos esprits, parce que c'est aussi dans la simplicité, la suggestion et le secret que l'on est intrigué. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. J'en prépare une autre pour bientôt, alors j'espère que celle-ci vous a plu. Vous pouvez me retrouver plusieurs soirs par semaine sur ma chaîne Twitch dès 21h. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Lors de cette phase, son côté humain va être à la fois bafoué. Quoi? Oh ma chérie.